Ce que l'on va appeler dièdre en aéronautique, c'est l'angle que va faire le plan de l'aile avec une droite qui est une droite perpendiculaire à l'axe de symétrie de l'avion. Plus simplement, lorsque l'avion sera posé au sol, cette droite sera confondue avec l'horizontale. Quel est l'intérêt de réaliser une aile présentant un dièdre? Eh bien, le dièdre augmente la stabilité latérale de l'avion autour de son axe de roulis. Je vous mets un petit schéma qui montre la rotation de l'avion autour de son axe de roulis qui est confondu avec son axe longitudinal. Eh bien, le dièdre va faire en sorte que l'avion soit stable autour de cet axe et qu'il n'ait pas tendance à s'éloigner de sa position d'équilibre. Voyons en détail comment agit le dièdre. Prenons pour exemple un avion en vol stabilisé horizontal. On peut considérer qu'il est soumis à trois forces. Tout d'abord son poids, dirigé verticalement. Ensuite, une force qui le maintient en l'air, une force de sustentation. Une pour l'aile droite, une pour l'aile gauche. Cet appareil étant soumis à ces trois forces, la somme de ces trois forces est égale à 0, donc l'appareil est en équilibre. Remarquons que l'angle entre le plan des ailes et l'horizontale se retrouve entre les forces de sustentation et les verticales. Elles sont orientées du même angle vers l'intérieur, perpendiculairement aux ailes. Remarquons également que les points d'application de ces deux forces qui se situent à la perpendiculaire des ailes, ces points d'application sont à égale distance du centre de gravité de l'appareil où est appliqué son poids P. Si nous nous intéressons aux intensités de ces deux forces et à la distance à laquelle elles s'appliquent par rapport au centre de gravité, nous pouvons dire que l'intensité de la force F1 égale l'intensité de la force F2 et que la distance D1 est égale à la distance D2. Ce qui fait que leur moment, c'est-à-dire le produit de leur intensité par la distance par rapport au centre de gravité, F1 par D1 est égal à F2 par D2 et donc l'appareil est en équilibre. Maintenant, considérons que cet appareil est soumis à une turbulence, une rafale de vent, et que cette rafale de vent va l'éloigner de sa position d'équilibre. Considérons que cette rotation sur son axe de roulis est égale à un angle β et nous voyons que du côté gauche de la diapositive, l'aile va monter d'une valeur égale à l'angle β plus la valeur du dièdre. À l'opposé, sur l'aile qui est à droite sur l'écran, cette aile-là va être déplacée d'une valeur β moins l'angle de dièdre. Évidemment, ces mesures se retrouvent dans l'angle que font les forces F1 et F2. Nous remarquons que la force F1 sera plus éloignée de la verticale que la force F2. F1 va être déplacé d'un angle β plus alpha, alors que F2 sera déplacé d'un angle β moins alpha. Considérons maintenant que nous projetions ces forces sur la verticale. Ces projections donneront pour la force F2 une valeur qui sera bien plus importante que la projection de F1 sur la verticale. En plus, remarquons que les points d'application de ces forces, pour F1, la distance D1 a été réduite, le point d'application s'est rapproché du centre de gravité, et que pour la force F2, cette distance a été légèrement augmentée et son point d'application s'est légèrement éloigné du point G, centre de gravité de l'appareil. Nous avons donc maintenant une force F'1 qui est inférieure à la force F'2 et une distance D1 qui a fortement diminué alors que la distance D2, elle, avait augmenté.
donc F1 inférieur à F2 et D1 inférieur à D2, il résulte de cela que le moment de ces forces, F'1 multiplié par D1, est très largement inférieur à F'2 multiplié par D2. Ce qui fait que l'aile située à droite subit un moment beaucoup plus important que l'aile située à gauche. Et donc il en résulte un couple de renversement qui va avoir tendance à remettre l'appareil droit au fur et à mesure que les forces reprennent leur intensité, jusqu'à ce que l'équilibre soit à nouveau rétabli avec des forces égales de part et d'autre et des distances égales de part et d'autre du centre de gravité. Nous avons donc vu comment agit le dièdre sur la stabilité en roulis de l'appareil. Maintenant, nous allons nous attacher à passer en revue quelques formes de dièdre qui peuvent se présenter. Le premier, c'est le dièdre positif, donc les ailes sont dirigées vers le haut. Le dièdre concerne la totalité de l'aile. C'est un dièdre assez répandu. Comme exemple, on peut avoir l'appareil de tourisme Socata TB10 ou le Messerschmitt 262 que nous avons déjà vu. Nous voyons que ces deux appareils montrent un dièdre positif de la totalité de l'aile vers le haut. Nous pouvons avoir aussi un dièdre positif, c'est-à-dire vers le haut, que sur une partie de l'aile. Cela fonctionne également. Vous avez le DR401 où il y a uniquement que l'extrémité des ailes qui présente un dièdre, le reste de l'aile est parfaitement horizontal. On peut tout aussi bien adopter cette forme de dièdre pour des appareils modernes tels que le F4 Phantom, un appareil mythique durant le conflit du Vietnam. Il existe aussi des dièdres négatifs où les ailes sont dirigées vers le bas. Là, on ne va pas chercher la stabilité, au contraire, on va chercher la maniabilité des appareils. Ça sera tout l'inverse et ça fonctionnera de façon totalement inverse que celle que nous avons présentée précédemment. Deux exemples, toujours le Arrière 2 qui est un appareil à décollage vertical. Vous voyez que cet appareil de chasse et de bombardement possède un dièdre fortement négatif, ce qui lui permet d'avoir une rotation sur son axe de roulis très importante et très rapide. De l'autre côté, l'appareil le plus gros, le plus grand du monde, c'est l'Antonov 225. Vous voyez que celui-ci également présente un dièdre négatif tout au long de l'immensité de ses grandes ailes. On peut trouver également des dièdres multiples, et en particulier des doubles dièdres, dont un dit un aile de mouette. Pourquoi un aile de mouette? Parce qu'il ressemble aux ailes de cet oiseau lorsqu'il plane, avec une partie de l'aile surélevée par rapport au fuselage. Nous avons le Bereev 12 qui comporte ce type de double dièdre. C'est un hydravion russe, et nous voyons que l'intérêt de la formule, lorsqu'on place les moteurs à la jonction de ce double dièdre, on peut éloigner les hélices de la surface de l'eau. L'intérêt aussi, c'est comme les ailes redescendent vers la surface, on peut y adjoindre des flotteurs sur une longueur qui sera pas trop importante et donc qui résisteront bien aux impacts sur l'eau. Autre appareil présentant ce double dièdre, un vieil appareil du début de la Seconde Guerre mondiale, mais il était déjà dépassé, c'est le PZL-11. C'est un avion polonais qui avait une aile comportant un double dièdre, et l'avantage, c'est que le pilote qui était derrière avait une parfaite visibilité. L'aile ne masquait pas du tout sa vision. Il pouvait voir aussi bien en dessus, en face de lui et en dessous de l'aile sans que l'épaisseur de l'aile le gêne. Si on prend le double dièdre en aile de mouette et qu'on le retourne, on obtient le double dièdre inversé ou en W. Alors, deux exemples de ces ailes en double dièdre. Celle qui équipait le Stuka Junker 87, qui était un bombardier en piqué. C'était un appareil de dimension assez imposante qui possédait un diamètre d'hélice énorme. Et donc, l'intérêt de la formule, c'est que comme on abaisse une partie de l'aile, on peut y adjoindre un train d'atterrissage qui est relativement court et celui-ci
permet d'éloigner suffisamment le bout de l'hélice de la surface sans avoir à avoir des jambes de train trop longues, donc flexibles, donc fragiles. Également pour celui de droite, le Corsair, qui devait apponter sur les porte-avions américains, eh bien on voit que les jambes de train qui doivent encaisser le fort choc à l'arrivée, eh bien sont courtes. C'est la formule de ce double dièdre vers le bas qui permet de raccourcir les jambes de train. Donc ces jambes de train seront plus résistantes, résisteront mieux à l'impact, n'auront pas tendance à se courber parce qu'elles sont trop longues. Et puis nous avons des ailes qui ne présentent pas de dièdre. En particulier des appareils qui ont des ailes hautes. Donc vous voyez sur la gauche le Skylane, un appareil de tourisme, et sur la droite le turboporteur que nous avons déjà vu, cet appareil suisse extraordinaire qui permet de poser sur n'importe quel terrain. Eh bien nous voyons qu'il ne présente pas de dièdre. Alors est-ce que ces appareils sont instables? Eh bien non, nous allons voir comment ils se comportent lorsqu'ils sont déviés par une rafale de vent. Nous allons prendre un appareil comme précédemment qui est en vol stabilisé horizontal, mais cette fois-ci l'appareil possède une aile haute qui ne présente aucun dièdre. Faisons la somme des forces qui s'appliquent à cet avion. Tout d'abord son poids qui est appliqué à son centre de gravité en jaune sur l'écran. Ensuite, une force de sustentation appliquée en un point que l'on appelle le centre de poussée, qui est à l'intérieur de l'aile. Et cette force est en fait la somme des deux forces, droite et gauche, que nous avions précédemment. Mais on peut en faire la somme appliquée à ce centre de poussée, puisque l'aile ne présente aucun dièdre. Donc nous sommes en présence de deux forces qui sont sur la même direction, de sens opposés, d'intensité égale, mais qui ne possèdent pas le même point d'application. Maintenant, considérons cet appareil dont l'équilibre est perturbé par une rafale de vent, une turbulence. Eh bien, nous voyons que le poids reste vertical et qu'en revanche, la force de sustentation, elle, restant par définition perpendiculaire au plan des ailes, eh bien, est décalée d'un certain angle. Réalisons maintenant la projection de cette force de sustentation totale sur une verticale. Nous sommes maintenant en présence de deux forces qui sont de sens opposé, de même direction, mais qui ne sont pas situées sur la même verticale, et surtout qui ne possèdent pas les mêmes points d'application. La différence de position et l'éloignement de ces points d'application font que le tout crée un couple de forces qui a tendance à redresser l'appareil. Un peu comme si vous tiriez avec vos deux mains sur une ficelle pour la rendre rectiligne. Le tout redresse l'appareil et le replace dans sa position d'équilibre initiale. Si nous abaissons l'aile de sa position haute vers une position médiane ou basse, en fait nous rapprochons les deux points d'application de ces forces. Imaginons que cet appareil soit éloigné de sa position initiale par une turbulence ou une rafale de vent. Comme précédemment, effectuons la projection de la force de sustentation totale sur la verticale. Nous constatons que nous sommes en présence de deux forces antagonistes, mais comme leur point d'application est pratiquement confondu, elles n'ont pas la propriété de créer un couple de redressement pour l'appareil et celui-ci va conserver la position éloignée de sa position antérieure. Eh bien, cette absence de dièdre, avec une aile médiane ou une aile basse, est utilisée pour avoir des appareils très maniables. Évidemment, leur pilotage est délicat, mais ils ont des capacités d'évolution très très rapides. Un exemple, c'est l'appareil Extra 330, qui est un appareil d'acrobatie où là on cherche la maniabilité et la rapidité de réaction de l'appareil lorsqu'on lui imprime des mouvements de roulis ou de tangage, etc. Également, les avions modernes sont à la recherche
de cette maniabilité. À droite, vous avez le Lockheed Martin F-35, avion furtif de dernière génération. Eh bien, sur un appareil où toutes les commandes sont pratiquement gérées par ordinateur, leur pilotage devient plus aisé et on va rechercher cette maniabilité absolue.